Mais comme je vous ai dit, donc je vais finir rapidement, je vais essayer de faire ça rapidement, la partie modélisation des éléments plaques et coques à l'aide du logiciel robot, puisque on a travaillé sur deux types de projets. Euh, les, euh, les réservoirs de forme rectangulaire classique, enterrés, et surélevés plutôt, et les piscines, donc ce sont des réservoirs qui sont enterrés. Et on a discuté l'autre fois, on a essayé de discuter les différents cas afin de dimensionner et effectuer un calcul de carriage pour les différents éléments qui constituent les deux structures par rapport les combinaisons les plus défavorables. Donc, toujours dans le thème réservoir, donc aujourd'hui, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on va faire. On va rapidement modéliser un réservoir cylindrique. Donc, le cas ici, un changement uniquement au niveau de la géométrie. Dans une deuxième partie, on va parler de la modélisation des éléments embêtants précontraints. Et je vais revenir pour clôturer la partie modélisation des éléments plaques avec la modélisation d'un mur de soutènement. Et la prochaine fois, on va démarrer un nouveau projet, c'est l'étude des bâtiments en béton armé, et on va essayer de considérer comme fondation pour ces bâtiments-là un radier pour répondre à la demande de M. Yassine concernant l'étude d'un radier soumis pas uniquement à des forces surfaciques, mais aussi soumis à des forces concentrées. Et ces forces concentrées-là sont les réactions des poteaux sur, sur le radier. Donc, on va modéliser un bâtiment euh, dans le but de dimensionner tous les éléments du bâtiment et on va déterminer les réactions des poteaux pour, bien sûr, bien évidemment, pour la combinaison la plus défavorable, afin d'appliquer ces forces-là sur un modèle de la fondation d'un radier général. Bien sûr, dans le cas d'un bâtiment en béton armé, on n'a pas un problème au niveau des charges. Vous avez uniquement les charges descendantes. Ce n'est pas le même cas que les projets qui ont été déjà réalisés. Et kiff pour la combinaison la plus défavorable, la combinaison elle est claire, c'est 1,35G plus 1,5Q, parce que pour les bâtiments, généralement, nous avons uniquement les charges descendantes et de deux natures différentes, les charges permanentes et les charges d'exploitation. Donc, j'allais ici, donc, outils préférence de la tâche, toujours dans le réglage des paramètres en termes de unités, en termes de matériaux, en termes de normes de conception, en termes de normes pour les générations des combinaisons de charges. Donc, pour les forces, donc ici, comme je vous ai montré l'autre fois, donc ici, euh, donc, pour les forces, donc là, vous pouvez ici directement modifier l'unité de la force. En ce qui concerne le matériau, regardez ici, vous avez les quatre matériaux sur lesquels on a parlé et que Robot existe dans le catalogue du logiciel Robot afin de, bien sûr, dimensionner et étudier les différents types de projets en acier, en béton, en aluminium et en bois. Regardez ici les matériaux sélectionnés par moi-même. Vous pouvez modifier bien évidemment les caractéristiques en termes de résistance à la compression béton de 20 jusqu'à 60 mégapascales. Et pour l'acier, vous avez les différentes nuances d'acier usuelles. Vous avez l'acier par défaut, c'est les profilés métalliques dans la limite d'élasticité égale de 135 mégapascales. E24, acier et E24 sont les mêmes choses. Donc E24 c'est l'acier tel que la résistance
telles que les contraintes limites élastiques égale 235 MPa, E28 pour le 275 et E36 pour l'acier de nuance 355. Donc, les aciers utilisés si vous allez modéliser une structure métallique. L'aluminium et le bois. Bien sûr, le bois, vous avez le bois C4, C18, C22, C24, C27 et C30. Donc, les bois, c'est-à-dire les matériaux qu'on doit sélectionner pour les projets en charpente en bois. Peut-être si vous avez un projet en bois. Et vous pouvez, bien évidemment, vous avez l'accès à modifier toutes les caractéristiques mécaniques et physiques des matériaux définis par défaut dans Robot. Parfois, si vous avez un projet avec un cahier de clause technique particulière, vous pouvez avoir des caractéristiques particulières du matériau que vous avez utilisé. Donc, vous pouvez, par exemple, pour l'acier, sélectionner un acier et vous avez la possibilité ici de modifier ces caractéristiques mécaniques en se basant sur une fiche, par exemple, technique existe ou bien fixée par le maître de l'ouvrage. Donc là, dans ces 4 fenêtres-là, vous pouvez, même pour les matériaux par défaut, définis par Robot, vous pouvez même modifier ces caractéristiques quel que soit mécanique, module d'élasticité, coefficient de Poisson, le module de Coulomb, ou bien module de réponse, module de déformation transversale, module de déformation longitudinale, coefficient de Poisson. C'est quoi le coefficient de Poisson? Le coefficient de Poisson, c'est le rapport entre les déformations transversales sur les déformations longitudinales. Si je vais appliquer une contrainte ou bien un effort de traction sur une poutre en acier, c'est vrai que cet effort-là de traction, elle va engendrer un allongement, mais en même temps, elle va engendrer quoi? Elle va engendrer une réduction au niveau de la section transversale. C'est un paramètre qui est très important, le coefficient de Poisson pour les différents matériaux. Si je vais prendre, par exemple, ce sont des notions de base de la RDM, mais c'est important de connaître ça parce que si vous avez, par exemple, un élément comme ça, cylindrique, en acier, si je vais appliquer ici une contrainte de traction, ou bien de compression, et de l'autre côté, par exemple, elle est encastrée, initialement, vous avez une barre de diamètre phi 1. OK? Donc, si je vais appliquer une contrainte de traction, je vais engendrer un allongement, bien évidemment. Donc, la longueur, elle augmente et aussi le diamètre, elle va diminuer. Donc, là, on va parler d'un coefficient de Poisson qui est égal la variation du diamètre par rapport au diamètre initial, qui est 1, sur la variation de la longueur, cet allongement-là, delta L, celui-là, delta L, sur la longueur initiale. Donc là, sur L0, je vais noter ça que la longueur initiale de la barre, c'est L0. Okay? Donc, c'est-à-dire, il s'appelle un coefficient de Poisson, et la valeur de mu, et bien sûr, elle change d'un matériau à un autre. Par exemple, pour l'acier, cette valeur-là, la valeur de mu, lorsque l'acier elle est dans le domaine d'élasticité, le mu égale à 0,3. Si je vais plastifier l'acier, le mu égale à 0,5. Donc c'est ça. Allez, c'est plus dit. Si je vais plastifier l'acier, le matériau devient plus plastique, donc plus déformable. C'est pour cette raison, le mu, elle va augmenter. Mais, donc c'est ça. C'est une idée sur. Parfois, j'ai rencontré ça dans les différents projets. Et dernièrement, lorsque j'ai travaillé sur un projet en charpente en bois, j'ai trouvé que les caractéristiques, par exemple, de C22, par exemple, là, j'ai trouvé que c'est pas les mêmes valeurs de ce matériau-là. Et donc, j'ai engendré des modifications au niveau des différentes résistances ici à la flexion et la traction pour que je puisse bien dimensionner les éléments en bois. Donc, pour les normes de conception, donc là, ça m'intéresse uniquement la partie béton armé. Donc, je vais sélectionner par exemple le BA891, et comme je vous ai dit, ou bien
le code 2, mais jusqu'à maintenant, les bureaux d'études, la majorité des bureaux d'études, ils utilisent le BAOL 91 pour le dimensionnement des éléments en béton armé, et il faut souligner que c'est le cas défavorable. C'est-à-dire, si ça vérifie pour le BAOL 91, sûrement, ça vérifie pour le code 2 et l'inverse, pas juste. Mais, donc, kiff, hein, n'oubliez pas ici dans charge, pour les combinaisons de charge, donc c'est selon le BAOL. Il faut faire attention, parfois on oublie. Bon, c'est vrai que ici on va générer, ou bien dans ces projets-là, on a généré manuellement les combinaisons de charges, mais il faut faire attention. Si on va générer les combinaisons de charges automatiques, si on va choisir l'option génération des combinaisons de charges automatiques, dans ce cas-là, il faut faire attention. Ici, dans Pondération, qu'est-ce que vous avez sélectionné comme norme. Bien, donc là, je vais prendre l'exemple d'un réservoir d'eau. Okay. Bon, peu n'importe. Eau ou bien un autre liquide. La différence, c'est la même démarche, mais la différence, c'est au niveau du poids, de la masse volumique du liquide que je vais intégrer dans l'application de la fonction. Le reste, c'est ici. Donc, on va prendre un réservoir cylindrique de diamètre, par exemple, 3 mètres et de longueur 5 mètres. Et ce réservoir-là, il est surélevé. Mais, donc, simple. Vous avez ici la commande objet. Bien sûr, là, dans outils préférence de la tâche, vous pouvez vérifier que dans les dimensions, l'unité des dimensions, c'est en mètres. Donc là, largeur, longueur, profondeur, la hauteur, c'est en mètres. Dimension de la section pour les éléments en béton armé, pour les poutres, BAH, donc c'est en centimètres. Pour les profilés métalliques, largeur de la semelle, la longueur, l'épaisseur de l'âme, l'épaisseur de la semelle, la hauteur de la section, c'est en centimètres. Les caractéristiques géométriques, je vous ai parlé l'autre fois des contraintes et de l'importance des différentes caractéristiques géométriques dans la résistance des éléments. Donc les inerties, les moments quadratiques, les moments polaires, les moments statiques, l'aire de la section, c'est en centimètres carrés. Les assemblages pour les structures métalliques, c'est en millimètres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire diamètre des volants, diamètre des trous, l'épaisseur du cordon de soudure, c'est en millimètres. Pour les armatures longitudinales et transversales, pour les éléments en béton armé, c'est en millimètres. Donc, il y en a qui roulent au fait 12, donc le diamètre est égal à 12 mm. Section d'armature, c'est en centimètres carrés. L'autre fois, on a comparé entre la section d'armature théorique et réelle. Bien évidemment, on a une différence. En se basant sur la valeur théorique trouvée, on va utiliser le tableau de Ferriage afin de, bien sûr, déterminer la section retenue. Mais, donc là, pour la modélisation, donc là, c'est simple. Qu'est-ce qu'il prend? D'accord, l'autre fois, pour le PC, on a créé un arc et on a utilisé cette commande-là, extrusion. Hein? Je vais prolonger un arc pour avoir un panneau. Donc, je vais définir ici le vecteur, et le vecteur représente la longueur de cet élément-là. Ok? Donc, c'est ça. C'est faisable. Je peux créer ici des lignes de construction avec des coordonnées cylindriques, et je peux créer des arcs en bas, et je peux prolonger les arcs vers le haut avec un diamètre égal, avec une longueur égale à la hauteur du réservoir. Mais puisque cette géométrie-là existe dans la commande objet, donc je peux cliquer ici sur objet, kiff, vous allez choisir l'option centre et le rayon. En bas, vous allez avoir ici, les 3 points. Il va demander le point 1, le rayon et la hauteur
du réservoir. Donc là, rapidement, robot, elle va créer tous les éléments qui constituent votre, votre, euh, donc votre réservoir. Donc, je peux aller ici dans définition des axes et pour la base, donc j'ai dit que s'agit bien, donc j'ai besoin des coordonnées cartésiennes. Pourquoi? Parce que j'ai besoin uniquement de préciser le centre, le rayon ainsi que la hauteur. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, il s'agit bien d'un réservoir de diamètre, j'ai dit 3 mètres. Donc, je vais créer ici deux espacements de 1,5 m. Je préfère toujours dans les belets utiliser voilà. Kiff pour Y, deux espacements de 1,5 m. Et pour Z, un seul espacement de 5 m. Et vous avez maintenant les points que j'ai besoin. Donc, dans outils mode d'accrochage, vous avez ici toujours la commande active, ligne de construction. Donc, robot, elle va tenir compte de l'intersection entre les lignes de construction. Je reviens maintenant ici, cylindre. Donc, ok. Donc, ok. Donc, dans paramètres, pour la base inférieure et supérieure, là, c'est la discrétisation. Discrétisation, c'est-à-dire, après, lorsque je vais lancer le maillage élément fini pour les éléments plaques et coques qu'on va créer. Donc, là, je cherche toujours à augmenter le nombre de divisions pour augmenter le nombre des éléments dans le maillage élément fini qui nous permet après de raffiner le maillage et par le fait de raffiner le maillage, j'obtiens des résultats mieux que les gros maillages. Donc, point numéro 1, donc c'est le centre, le rayon. C'est ça, j'ai créé la base. En base, je vais préciser ici la hauteur qui est égale à 5 mètres. Donc, directement là, elle va créer le réservoir là, donc directement là, vous allez avoir notre réservoir. Donc, c'est ça. Donc, là, vous allez avoir les panneaux et vous allez avoir ici donc une base. Elle a créé un seul élément. Normalement, non. Je dois dire comment faire. Donc, là. Ah oui. Non. Pourquoi elle a. Attendez-moi. J'ai pas besoin de ça. Ok. Je répète. Je n'ai pas compris pourquoi elle a créé ça à un seul élément. Donc, je reviens ici. Centre brillant. Discrétisation par exemple. Discrétiser le cercle ici en 15 pour avoir la même géométrie. Dans le plan Y, c'est ça. Donc ici le centre et le rayon, ainsi que la hauteur. Ok. Ben, je vais essayer de lancer le calcul. Il va générer le maillage automatiquement. Pas d'appui, bien évidemment, j'ai pas encore créé des appuis.
bizarre. Pourquoi elle a créé une couverture pour le réservoir? Donc c'est un peu bizarre. Donc pourquoi? Ok, pour le maillage. Je dois vérifier une minute. Il y a quelque chose qui cloche. Donc j'ai pas compris pourquoi elle a. Attendez-moi, donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc peut-être il y a une. J'ai oublié une option, c'est sûr. Ah, ok. Oui. Oui, j'ai. C'est ça. Donc, donc oui, vous avez raison. Il a raison. Il a raison parce que ici, on va créer un élément qui est solide. Je vais utiliser ça. Donc, insérer une structure type. Et donc, ici, je vais choisir quel type. Donc, c'est ça. Pour la modélisation, la méthode la plus correcte. Et ça, c'est pour les. Non, c'est uniquement pour les structures métalliques. Donc, bien. Ah oui, oui. Euh, c'est ça. Oui, oui. Donc, euh, je vais utiliser. Ah oui, je vais utiliser cette commande-là. Donc, après, lorsqu'elle va créer des panneaux, c'est moi qui va décider le matériau que je vais affecter pour, c'est ça, pour le réservoir que j'ai créé. Donc, ok, c'est ça. C'est pas la bonne commande cylindre ici. Vous avez ici dans la barre d'outils additionnelle, vous avez, j'ai pas parlé de ça l'autre fois, mais c'est important. Cette commande-là, elle est importante parce que ça vous permet d'insérer des structures types implémentées déjà dans le robot. Donc là, vous allez avoir ces différentes formes-là et kiff, vous allez avoir ici une liste des structures que vous pouvez directement les insérer sans besoin de modéliser ces structures-là telles que les portiques, les pannes, les contreventements, les portiques striés, qu'ils soient métalliques ou bien en bois. Donc, c'est une commande. Parfois, si vous avez par exemple besoin de modéliser une structure métallique, juste pour vérifier pour une charpente métallique un portique trié, ou bien une panne, ou bien une liste de bardage, ou bien un contreventement. À part ça, vous avez ici une série des modèles type existent dans le robot. Donc, c'est une commande, la qui vous permet rapidement de modéliser des structures, bien sûr, reste toujours des structures typiques, telles que les réservoirs rectangulaires, les réservoirs cylindriques avec une ouverture uniforme, ou bien les réservoirs cylindriques avec une ouverture non uniforme. Donc, c'est ça. J'ai confondu entre les deux commandes. Donc, là, je vais choisir réservoir cylindrique et je clique sur OK. Après, donc là, bien évidemment, je dois supprimer toutes les lignes de construction. Je n'ai pas besoin des lignes de construction. Dans ce cas-là, je reviens ici, donc réservoir, OK. Et là, à limite, vous avez le rayon, la hauteur, l'épaisseur 1, c'est l'épaisseur du radier, l'épaisseur 2, ou l'épaisseur du mur voie. Et le matériau ici, c'est le béton. Donc, je reviens. Donc là, vous avez la commande sur la barre d'outils principale, plutôt additionnelle. Vous avez la commande insérer des structures types. Là,
vous pouvez utiliser la partie inférieure pour insérer les objets ou bien les structures dans le type et la forme très très claire ici. Ou bien vous pouvez sélectionner une parmi ces structures-là définies par défaut. Donc là, je sélectionne réservoir et là, je vais mettre comme diamètre rayon 1,5 m, diamètre égale 3 mètres pour le projet qu'on va réaliser. La hauteur égale à 5 mètres. Épaisseur 1, c'est l'épaisseur du radier. Je vais proposer par exemple 0,3 mètres. Et l'épaisseur de réservoir, déjà l'épaisseur du miroir égale à 0,15. Et pour le matériau, c'est le béton. Appliqué. Donc là, vous allez avoir c'est ça, ce réservoir. Appliqué, OK. Hein. Donc appliqué, appuie, puis OK. Donc là, vous allez avoir donc des éléments qui constituent les miroirs ainsi que 4 autres éléments qui constituent le réservoir, le radier plutôt pour la fondation. Donc regardez, j'ai un seul élément lié, donc on ne peut rien toucher. Là, vous allez comme petit, donc c'est pratiquement comme si c'est l'ancien projet, mais juste ici, la géométrie a été créée automatiquement en utilisant la commande insérer structure type, très très utilisée, elle va vous permettre d'optimiser beaucoup au niveau du temps pour la modélisation. Donc, il a quel une structure typique. Donc là, vous pouvez vérifier vous-même. Donc là, en cliquant sur le bouton droit, attribut pour. Non. Donc, c'est vrai qu'on a inséré les épaisseurs directement, mais vous pouvez bien évidemment modifier les épaisseurs en cliquant sur épaisseur élément fini. Donc là, je reviens rapidement. Donc il s'agit bien d'un réservoir cylindrique et donc après vous avez le rayon c'est 1,5 m, la hauteur 5 mètres, l'épaisseur 0,3 0,15 en béton. Là, vous pouvez choisir le type de maillage, nombre de divisions, ainsi de suite. Là, en termes de quoi? En termes de caractéristiques du maillage, élément fini que vous allez effectuer. J'insiste que Robot utilise 2 méthodes de calcul. La méthode RDM, calcul des structures pour les éléments bas, qu'ils soient pour les bâtiments en béton armé ou bien pour les bâtiments en charpente métallique. Donc, les deux. Pour la résolution, pour la détermination des efforts internes, par la suite contrainte, et pour le dimensionnement de ces éléments-là, utilise la méthode classique pour la RDM, que ce soit pour les structures isostatiques ou bien pour les structures hyperstatiques, tandis que pour les éléments plaques, utilise la méthode éléments finis. Elle va découper les éléments plaques, coques et les éléments créés en des morceaux, en des éléments finis, dans la forme triangulaire, équatoriale ou bien rectangle ou bien carré. Ça dépend de votre choix. Il va résoudre les problèmes pour chaque élément et après il va assembler tous les éléments afin de terminer le résultat pour la structure entière. Et donc le nombre de divisions dans le sens ici pour les éléments de la structure, donc c'est à vous de fixer et de préférence c'est toujours d'augmenter le nombre de divisions afin de raffiner le maillage pour avoir des bons résultats en termes de distribution des contraintes et des formations pour les éléments que vous allez créer. Donc dimension, il faut spécifier ici les caractéristiques géométriques, le maillage, appliquer et pour lancer, donc il faut cliquer sur OK. Robot, elle va directement lancer la géométrie. Et donc là, c'est pas la peine de répéter des choses qui ont été déjà réalisées dans cette formation-là. Par la suite, donc l'étape suivante, c'est la création des appuis élastiques, l'application des charges poussées du liquide. Si vous avez un réservoir enterré, donc c'est le poussé du rempli. Sinon, vous avez uniquement des charges horizontales
c'est le poussée du liquide s'il s'agit bien d'un réservoir surélevé, les couches de, ou bien la charge pour les couches utilisées pour l'étanchéité, la charge d'entretien, et vous allez par la suite effectuer la même démarche qu'on a effectuée l'autre fois pour l'étude du réservoir, quel que soit rectangulaire ou pour l'étude d'une piscine. Sauf que ici, comme je vous ai dit, puisque vous avez des éléments coques, donc le modèle robot, il s'arrête au niveau de l'exploitation des résultats pour la détermination des efforts internes, et vous allez effectuer manuellement le calcul, ferriage et les vérifications nécessaires en se basant sur le cours béton armé pour la modélisation. Là, il faut faire attention au niveau de les sollicitations. Donc, est-ce qu'il s'agit bien de la flexion composée, flexion simple? Là, dans ce cas-là, vous avez uniquement la flexion simple, quel que soit pour les éléments verticaux ou pour la fondation, puisque vous avez un réservoir sans couverture. Si vous avez une couverture, dans ce cas-là, il faut faire attention parce que le schéma mécanique, les sollicitations pour les miroirs changent de la flexion simple vers la flexion composée. Donc, je passe à une autre chose. Donc, là, je vais passer à la deuxième partie de la science. C'est la modélisation d'une poutre en béton précontraint. Donc là, c'est une très bonne proposition parce que, comme je vous ai dit, il y a une limitation pour le robot parce qu'il ne peut pas modéliser des éléments plaques en béton précontraint, malheureusement. Donc, parce que le robot, elle va considérer toujours dans le calcul la fibre moyenne des éléments plaques que vous avez créés. Donc, on ne peut pas excentrer la charge. Mais c'est faisable pour le cas des éléments poutres. Donc, j'ouvre un petit parenthèse sur le béton précontraint. Donc, généralité. On va commencer, bien évidemment, de parler sur la modélisation. C'est ça. Donc, je vais aller directement. J'ai choisi le diapositive, je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc, là, bien sûr, dans le cas classique des poutres en béton armé, qu'on va traiter dans les prochaines séances, lorsqu'on va étudier les bâtiments en béton armé, donc on va étudier des poutres isostatiques ou bien hyperstatiques soumises à une charge répartie. Et cette charge répartie représente l'action générée par un mur ou bien par la dalle sur la poutre. Donc, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Elle va engendrer un moment fléchissant. Et le moment fléchissant égale QL carré sur 8. Bien sûr, on parle du moment maximal. Et on va dimensionner dans le robot. Bon, si il s'agit bien, l'autre fois, je vous ai parlé, il s'agit bien d'un ouvrage d'art. Si vous êtes en train de modéliser un tablier, donc vous allez effectuer des coupes sur panneau et vous allez effectuer un calcul d'arriage par zone. Là, pour les éléments bas, le robot, il va travailler avec les sollicitations maximales. Et donc, pour une poutre soumise à une charge répartie, puis elle carré sur 8, c'est la charge. Et qu'est-ce qu'elle va engendrer? C'est ça le plus important pour moi. Elle va engendrer quoi? Elle va engendrer une contrainte de traction et de compression. Fibre supérieure temps comprimé, fibre inférieure temps vide pour cet exemple-là. Et la contrainte égale M sur I fois Y. Donc là, je reviens toujours pour dire que l'importance ici de l'inertie, qui est égale à BH au cube sur 12, l'importance de l'inertie afin de minimiser la contrainte pour que la condition générale, pour la condition sigma inférieure à sigma admissible, soit vérifiée. Ok? Donc là, on doit bien orienter la poutre de telle façon que l'inertie soit maximale. Ou bien, si ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on va augmenter? On va augmenter H parce que l'inertie égale PH au cube sur 12. Donc c'est H qui a beaucoup d'influence par rapport à une grande influence par rapport
la largeur de la poutre. Donc, euh, donc si je vais prendre une poutre comme ça, non chargée, soumise uniquement à son poids propre. Kiff. Le poids propre, c'est une charge répartie. Donc, elle va engendrer une contrainte de compression dans la partie supérieure et une contrainte d'action. Et pour cette raison, dans cette poutre-là, on va voir, si on va démontrer la poutre, on va trouver que la section d'armature est plus importante dans la partie inférieure. À part ça, comme je vous ai expliqué l'autre fois lorsque j'ai parlé de béton pré-contraint, c'était quoi l'idée? C'est initialement, lorsque la poutre elle est soumise uniquement à son poids propre, ou bien à son poids propre plus une charge répartie, vous avez de la traction en bas. Et vous connaissez que le béton, elle a une mauvaise résistance à la traction. Et donc, c'est pour cette raison que je vais mettre des armatures dans celui-là, en bas. L'idée, c'est quoi? C'est un ingénieur français qui s'appelle Hygiène Précision. C'est initialement, je vais comprimer la poutre, simplement. Initialement, je vais comprimer la poutre avant son utilisation. Par expérience, et aussi des collègues, et vous connaissez sûrement ça, que le béton armé reste optimal comme solution pour une portée pour une portée inférieure ou égale à 25 mètres. Si vous avez une portée plus que 25 mètres, donc je peux continuer avec le béton armé, mais je vais parler dans ce cas-là des poutres géantes. L'idée c'est quoi? C'est de comprimer la poutre. Lorsque la poutre elle est soumise à son poids propre, par exemple, vous n'avez pas uniquement une contrainte de traction engendrée par le poids propre, mais vous avez une contrainte de compression qui a été engendrée par quoi? Par une force de précontrainte appliquée à ce niveau-là dans le câble rouge. Donc ce câble rouge, lorsque je vais appliquer une force de précontrainte, je vais serrer la poutre dans cette partie-là. Je vais engendrer à la fois une contrainte de compression qui égale la force sur la surface, mais puisque, bien sûr, là, la question qui se pose, pourquoi l'emplacement des câbles il est en bas? Bien évidemment, parce que si c'était en bas, elle va flamber la poutre en haut. Et donc, je vais, avec une simple décalage du câble en bas, je vais engendrer un moment vers le haut. Et le moment vers le haut, elle va engendrer la compression de la zone inférieure et la traction de la zone supérieure. C'est l'inverse du schéma mécanique lorsque la poutre elle est en service et elle est soumise à une charge à l'action extérieure. Poids de la dalle, je sais pas, poids des équipements, je sais pas. Donc, une charge appliquée sur cette poutre-là. Lorsque la charge elle est appliquée, la charge, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste décomprimer la zone qui a été déjà comprimée par la force de précompression. Donc, l'idée pour les éléments poutres qui pour les éléments dalle, c'est d'appliquer une force de précontrainte. On n'applique pas la force de précontrainte au niveau du centre de gravité, allez, parce que elle va engendrer uniquement elle va ajouter uniquement une contrainte de compression. Et peut-être elle est insuffisante de résister à une charge appliquée pour des grandes portées. L'idée c'est quoi? C'est avec un simple décalage du câble vers le bas, au-dessous du centre de gravité, avec un simple décalage du câble vers le bas, qu'est-ce qu'elle va faire cette action-là? Elle va engendrer un moment fléchissant qui est égal à P fois E. Et qu'est-ce qu'elle va engendrer? Elle va engendrer des contraintes de compression supplémentaires au niveau de la partie inférieure de la poutre et qui s'ajoute à la contrainte déjà engendrée par la force normale appliquée sur la poutre. Donc, avec la création des câbles de précontrainte, avec un bon choix de l'emplacement des câbles, en bas bien évidemment, au-dessous de la fibre moyenne, de l'axe neutre de la poutre, je vais engendrer deux contraintes de compression. Une contrainte engendrée par le fait que la poutre elle est soumise à une force de compression et une autre contrainte de compression, le fait que cet excentrement-là de la charge par rapport au centre de gravité G de la section, elle va engendrer un moment vers le haut et donc comme ça je vais comprimer la zone inférieure par deux contraintes, sigma A et sigma B, sigma prime A et sigma prime B. Et lorsque je vais mettre la poutre en service,
euh, la contrainte totale égale la contrainte sigma A plus sigma prime B, sigma prime A, plus les contraintes de traction qui ont été engendrées par le poids propre de la poutre et par la charge et d'exploitation appliquée sur la poutre. Et donc la nappe, ça dépend de la classe, mais parfois je peux avoir uniquement de la compression dans la totalité de la section de la poutre. Et donc, je peux franchir des grandes portées. Et c'est pour cette raison, pour les poutres en béton précontraint, je peux aller jusqu'à 40 à 45 mètres de portée. Allez, pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des contraintes de compression. Et les contraintes engendrées par des charges extérieures, elles vont juste annuler les contraintes de compression existent par défaut dans la poutre en béton précontraint. Avec Alèche. Donc, si c'était en béton armé, vous avez uniquement cette partie-là. Et donc, j'ai besoin d'augmenter la section et d'ajouter des armatures pour qu'il résiste aux contraintes de traction engendrées par le poids propre de la poudre et par les charges supplémentaires. Mais maintenant, vous avez déjà des contraintes de compression. Et ces contraintes de traction-là, elles vont juste annuler, ou elles vont peut-être sigma prime G et sigma prime T supérieure à la somme sigma prime A et sigma prime B, mais je vais rester toujours dans une contrainte qui reste inférieure à FT28 pour les classes 2, comme je vous dis l'autre fois. Et donc, Dima, ça met une bonne résistance et je peux franchir des grandes portes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette deuxième partie de la formation? On va modéliser une poutre en béton armé classique. On va appliquer une charge d'exploitation. On va voir qu'est-ce qu'on obtient comme armature. Et c'est déjà le premier essai. Je vais faire ça avec vous pour la première fois. Donc, on va modéliser une poutre en béton armé. Et on va appliquer une charge extérieure. On va dimensionner la poutre. On va noter la section d'armature qu'on va trouver. Après, on va appliquer une forme de pré-contrainte et on va comparer les deux résultats. Normalement, logiquement, on va trouver que la section d'armature est moins importante dans la deuxième poutre, qui est une poutre en béton pré-contraint. Donc, bon, comme je vous ai dit l'autre fois, vous avez ou bien les éléments en béton précontraint par poste ou bien par prétention. Par prétention, généralement, ce sont généralement les éléments préfabriqués. Hein, les éléments préfabriqués tels que les poutrelles utilisées. Telles que les poutrelles utilisées dans par exemple dans les planchers en entrepôt. On va parler de ça dans la deuxième partie de la formation. Donc, pour les planchers, vous avez les planchers connus sont les planchers en col creux, S+5, 19+6, 19+7+6, 8. Et les éléments préfabriqués, comme des planchers en entrevous. Donc, au lieu de l'ordi, vous avez l'entrevous. Et au lieu de la poutre nervure, vous avez une poutre en béton précontraint préfabriquée, de la forme en T inversé. Donc, c'est une poutre en béton précontraint par prétention. C'est quoi la différence entre prétention et post-tension? Par prétention, uniquement pour la réalisation des éléments isostatiques. Parce que je vais pour les poutres par prétention, c'est ça? Et je vais déjà là, il faut distinguer entre deux types d'armatures, les armatures passives et les armatures actives. Les armatures passives sont les armatures classiques utilisées dans les bétons armés. Les armatures d'autres adhérence 400 et 500, 235 et 215 pour les armatures transversales nordiques. Les armatures actives sont les barres, ce sont les câbles utilisés pour le béton précontraint, pour appliquer cette force-là, P, que je vous ai montré dans le premier exemple. Donc, pour la prétention, les câbles actifs sont les mêmes, jouent le même rôle que les câbles passifs, que les armatures passives. Donc, les armatures passives et actives sont les mêmes dans le cas de la prétention. Pourquoi je peux exécuter uniquement les éléments isostatiques? Parce que je vais tirer les câbles entre deux bords et donc je peux réaliser uniquement les câbles linéaires et le schéma linéaire pour des armatures. Donc on ne peut pas réaliser de courbure pour tenir compte des péristhéticités
d'électricité et les moments négatifs au niveau des appuis, qui est faisable uniquement pour les cas de la post-tension. Donc, pour la prétension, donc là, vous allez tirer le câble, vous allez couler le béton jusqu'à atteindre une résistance suffisante. Et après, je vais relâcher les câbles. Donc, la réaction, c'est une force de compression appliquée sur les éléments. Un seul élément, ou elle a des éléments comme celui-là, bah, je vais découper pour avoir beaucoup d'éléments. Par contre, pour la post-tension, là, je vais installer des gaines. Après, je vais faire passer les câbles. Je vais couler le béton, ou je vais, en attendant le durcissement du béton. Après, je vais relâcher les câbles. C'est-à-dire, la mise en tension des câbles, c'est après le durcissement et l'exécution même du tablier ou des éléments. Bon, là, c'est-à-dire à gauche, en bas et en haut, c'est l'exemple d'un tablier pour un pan dalle. En haut, vous avez une poutre. À droite, en haut. À droite, en bas, vous avez des réservoirs. Donc, les centrales nucléaires, généralement, là, qui m'ont fait comme l'autre fois, sont des éléments en béton précontraints de classe 1, interdit d'avoir de l'attraction dans le béton. ممنوع على خاطر تعرفوا اللي c'est très dangereux et donc pour garantir pour la sécurité des citoyens donc شنو يعملوا يقول لك pas question il faut avoir de la compression même après l'application des charges en service. Donc là si je vais effectuer un carottage, je vais mesurer la contrainte ou bien je vais installer des jauges de déformation pour mesurer les contraintes, je dois avoir uniquement des contraintes de compression dans les réserves. Ok. Classe 2, ouais, c'est le béton plus contraint rencontré partout, dans le domaine des ouvrages d'art, dans le domaine des bâtiments. Là, ce sont comment dirais-je, des éléments en béton précontraint de classe 2. C'est quoi la différence entre classe 2 et classe 1? Pour le classe 2, les contraintes de traction sont autorisées, mais à condition qu'ils ne dépassent pas la résistance à la traction du béton qui est égale à 0,6 plus 0,06 fois C ok. Toujours pour la généralité sur béton précontraint. Donc, comme je vous ai dit, là, c'est différent par rapport au béton armé. On parle ici des aciers passifs connus et des aciers actifs. Donc, regardez par exemple, je vous ai présenté déjà ça, pour les aciers passifs, Renlis, entre 215 et 235 mégapascales comme contrainte limite élastique. Pour les barres de haute adhérence, entre 400 et 500 mégapascales, très soudées, Renlis ou bien haute adhérence. Pour les armatures utilisées pour béton précontraint, ce sont les torrents, généralement. Donc, et dans les caractéristiques géométriques, où je peux trouver ça, c'est mon cours, mais j'ai oublié. Regardez ici. Pour les contraintes limite d'élasticité usuelle utilisée, c'est 1860 mégapascales. Hein, donc, regardez la différence. La question qui se pose, pourquoi on utilise des aciers de cette performance-là? Les aciers de haute adhérence classiques, la nuance, c'est entre 400 et 500 mégapascales. Et c'est déjà très important comme caractéristique par rapport au béton armé qui est de 25 mégapascales. Regardez ici, c'est 1600, 1860. Allez, parfois, pour des grandes portées, pour des grandes charges, je vais appliquer une contrainte de traction, ou bien, c'est la force de la précontrainte. On va appliquer une force de la précontrainte au niveau du câble, très important, pour avoir des contraintes très importantes au niveau des poutres. Avec Alej, je vais utiliser des câbles de haute résistance pour qu'ils puissent résister, transmettre par la suite la force vers le béton. Pour les bétons, utilisés pour les bétons précontraints, on va utiliser le 25 et le 30 mégapascales, mais on va utiliser des bétons tels que la résistance à la compression est au-delà de 40 mégapascales. La question qui est pourquoi? Pour qu'ils puissent résister à la contrainte de compression transmise par les câbles de précontraint.
C'est ça. Donc, ok, j'ai trouvé ici 104, parce que j'ai noté quelques diapos. Ah oui, bon, j'ai la nappe, peut-être pour, si vous avez cette question-là, pourquoi utiliser les sections en I pour les ouvrages d'art, voilà, pour surtout les éléments en béton précontraint, parce que on parle ici d'un paramètre qui s'appelle rendement, comme un rendement d'un joueur. Donc, Madabi écoute le rendement du joueur, c'est 100% le jour du match. Donc, le rendement, c'est l'inertie sur la surface fois la distance entre le centre de gravité, la fibre la plus comprimée et la fibre la plus longue. Si je vais prendre ici, par exemple, une section en I, non, une section en I, c'est ça, et dans la plupart des cas, vous allez trouver que l'épaisseur ici, c'est pas tout qui. Donc, là, peut-être le centre de gravité il va tomber ici, plus ou moins. Donc, vous avez ici V. Généralement, V et V' ne sont pas égaux. Uniquement si vous avez la même épaisseur de 2 semaines. Donc, V égale V. Voici, attendez-moi, c'est V ou c'est V. Et ici, c'est V'. Donc, le rendement, c'est une caractéristique géométrique. Mais il faut utiliser des sections dont le rendement, c'est l'optimal. Et le rendement optimal, c'est généralement pour des sections en I. Je ne suis pas sûr, mais puis les sections rectangulaires, c'est à l'ordre de 0,2. Et les sections en I, je pense que c'est à l'ordre de 2,33. Je vais chercher cette information-là, mais les sections en I sont les plus performantes. Ok. Donc, si on va parler des caractéristiques de la précontrainte, oui. Non, 3. Les caractéristiques de la précontrainte. C'est la force de précontrainte, l'excentrement, comme on doit, c'est obligatoire, on doit excentrer la force de précontrainte vers le bas afin d'augmenter la contrainte de compression dans la force. Chauffe. Si je vais appliquer la force de précontrainte au niveau du centre de gravité de la section, si vous avez par exemple une section comme ça, et je vais appliquer la force de précontrainte au niveau du centre de gravité de la section. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si je vais chercher à avoir une contrainte notée sigma x comme compression dans la force, et je suis devant deux cas. Ou bien d'appliquer la force de précontrainte au milieu, ou bien je vais excentrer la force de précontrainte. Si je vais choisir la première solution, c'est faisable. Je peux appliquer une certaine P de telle façon que j'obtiens une contrainte de compression dans la poutre cherchée. Mais avec la deuxième proposition, je peux appliquer une valeur beaucoup moins importante que P pour avoir la même contrainte de compression. Et n'oubliez pas que la force de précontrainte, c'est de l'argent. Donc c'est important. Là, les techniques, c'est d'excentrer la poutre, la force en bas, afin de créer le contre-moment. Pour avoir des contraintes de compression au niveau donc au niveau de la poutre. Mais, donc, si je vais parler comment dirais-je, des caractéristiques de la précontrainte, sont 3. La première, c'est la force de la précontrainte. La deuxième, c'est l'excentrement. Troisième, c'est le nombre des cadres. La c'est pas l'objectif de cette formation-là, mais c'est tout un calcul qu'on doit effectuer pour déterminer ces caractéristiques-là, parce que on doit tenir compte dans le calcul des pertes. Et les pertes, il y a des pertes instantanées et des pertes différées. Si je vais appliquer une force de précontrainte, P, la force réelle
appliqué sur la poutre, c'est P moins delta P. C'est quoi delta P? Delta P, ce sont les pertes de précontrainte. Et les pertes de précontrainte sont divisées en deux familles. Les pertes à l'instant T de l'application de la force de précontrainte, engendrées par un recul d'ancrage, un raccourcissement instantané de bêta, ainsi de suite. Et les pertes différées telles que le relaxation d'acier, le fluage et le retrait. Donc, c'est tout un domaine pour les spécialistes dans le domaine de calcul des éléments embêtants. Bon, l'exercice qu'on va faire, il s'agit bien d'une poutre de longueur 22 mètres, de section en T. Ben, donc là, je vais commencer par les lignes de construction. D'abord, la charge qu'on va appliquer ici en kilonewton. Donc là, normalement, par défaut, l'unité c'est le kilonewton. Pour les dimensions, bien sûr, en mètres. Ok. Donc, je vais définir les axes. Donc, pour X, je vais créer un axe de 25 mètres. J'ai dit 22 mètres. 22 mètres, c'est la longueur de la poutre. Pour Y, c'est rien. C'est 0 uniquement. Et pour le Z, c'est 4. Donc, j'ai besoin uniquement de point 1 et le point 2. Donc, pour... oui, il y a une question. Ben, pour cette poutre-là, on va faire l'exercice, il est divisé en deux parties. La première partie, c'est pour la poutre classique en béton armé. Deuxième partie, on va appliquer la contrainte, la force de précontrainte. Donc, là, je vais créer une barre, et cette barre-là, d'ici, là. Okay. Les appuis. Donc là, une rotule et un appui stable. Donc là, on parle d'une structure qui est isostatique. Mais la poutre, elle est en béton armé, bien évidemment. Donc, je vais aller ici dans profiler des barres et je vais créer une nouvelle section. Mais la section, j'ai dit, elle est en T. Mais bien sûr, toujours, je cherche à généraliser. Et sûrement, il y a quelqu'un parmi vous qui connaissent que dans Robot, il existe cette forme-là, que je peux l'utiliser, bien évidemment, pour la section en I, par exemple. Mais si vous avez une section dans la géométrie pas classique, donc je vais vous montrer maintenant comment on va définir une nouvelle section et comment on peut construire une nouvelle section. Mais je vais laisser ça pour la suite. Donc, je vais nommer ça pour 30. Et donc, bon, je vais essayer de simplifier. Donc, B1 égale à B2 en centimètres, donc c'est 1 mètre. Pour le B, c'est 20 centimètres déjà. B, TF1, 0,2, donc 20 centimètres. TF2, 30 centimètres. Et qu'est-ce qu'il me reste? H, la hauteur totale, ça fait quoi? Ça fait 1,2 plus les deux épaisseurs des deux sommets. Donc c'est 1,7. Ajouter. Et j'applique cette poutre-là pour la poutre considérée. Vous avez cette poutre-là maintenant. Ben. Tawa, j'applique les charges. Donc là, vous avez quoi? Donc, outil préférence de la tâche, pour les structures en béton armé, et pour la pondération, c'est le PAE. Bien sûr, la première charge qu'on va appliquer, c'est le poids propre de la poutre.
Donc là, il faut lancer le calcul, comme je vous ai montré l'autre fois. Et donc, ici, vous pouvez afficher le diagramme des exponentielles. Donc, le M, donc c'est un moment positif vers le bas. Donc, pour vous, dans paramètres ici, c'est un moment positif. Positif, c'est vers le bas. OK? Ben, donc, c'est son poids propre. Bad, vous avez une charge d'exploitation. Donc, maintenant, on appelle charge d'exploitation. Et l'intensité de cette charge-là égale 25 kN par mètre. Donc, je reviens ici dans définir charge et j'applique une charge linéaire. Moins 25. OK? Donc, c'est ça. Donc, vous avez maintenant une charge d'exploitation et le poids propre. Bon, c'est vrai que c'est pas un cas réel parce que, à part le poids propre de la dalle, vous avez bien évidemment une charge permanente le poids de la dalle. Mais juste un exemple, juste à titre d'exemple, et là, bien évidemment, on lance le calcul de nouveau pour qu'on affiche le diagramme. Donc, vous avez le diagramme engendré par la charge d'exploitation et vous avez le diagramme engendré par la charge, le poids propre de la cellule. Mais, donc, bon, bah, je vais aller dans chargement, combinaison. Bon, je suis en train de traiter une poutre en béton armé. Hein. Donc, combinaison manuelle. Donc, bon, j'ai une seule combinaison. À l'état limite calcul, c'est 1,35G plus 1,5G. Sauf comme je vous ai dit, ce n'est pas un cas très réel parce que, à part la charge d'exploitation, vous avez sûrement une charge permanente engendrée par les éléments supportés par la poutre elle-même. Et vous avez une combinaison à l'état limite service. Sauf que, je n'ai pas besoin de créer ces combinaisons-là. Même chose. Donc là, vous pouvez voir les charges. Et bah, je vais sélectionner la poutre et je vais aller dans le dimensionnement, période réel des éléments fermés. Sauf que, pour bien comparer les deux exercices, rappelez-moi, je vais noter les moments fléchissants. OK? Donc, dimensionner par rapport aux combinaisons ou bien par rapport au cassable, c'est la même chose parce que le robot va créer les mêmes combinaisons. Okay? Donc, vous avez ici la poutre. Donc, je reviens. Peut-être qu'il y a un problème au niveau des appuis, des géométries. C'est bon? Pour éviter le problème. Pourquoi les incompris? Je n'ai pas compris pourquoi les incompris. Pour quel Rx, regardez le robot, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est la rotation Rx qui est instable. Mais il n'y a aucune force qui va engendrer la rotation autour de X. Donc, je ne sais rien. Donc, je sélectionne la poutre, dimensionnement ferriage réel des éléments en état armé. Le cas simple. Donc, je ne vais rien modifier en tant que dimension, parce que tout ça a été importé. Voici la poutre numéro 1. Qui pour... je n'ai pas compris pourquoi les appuis, elle a pris là. Ok. Largeur des appuis, bon, je vais prendre par exemple des photos de 40 cm. 40 cm. Recul, ok. Béton. Donc, il y a un type des appuis ou bien une maçonnerie. Parfois, vous avez une poutre
appuyée sur un mur en maçonnerie, ou bien c'est une poutre qui est appuyée sur des éléments de plancher. Donc, la liaison, s'agit bien d'une rotule, et vous avez ici noté l'appui, la région de l'appui. Ok, très bien. Ah oui, c'est ça. Ah, ok. Donc c'est bon, les appuis maintenant, c'est bon, vous avez la poutre. Et bien sûr, vous pouvez ici modifier la géométrie, surtout s'il s'agit bien d'une section rectangulaire. Mais ici, c'est une poutre qui a été importée. Paramètres de l'étage, donc vous avez ici la fistulation, le milieu, kiff pour le disposition de ferrillage, ou bien option de calcul plutôt. Donc vous allez fixer ici, bon, on va travailler doucement. Donc là, donc pour le paramètre d'étage, donc fistulation progressible, milieu non agressif, donc triceau, formation repose sur adresse ouvrage, plutôt armé. Option de calcul, donc l'enrobage, c'est 2,5 cm. La fistulation, elle est 2,5. Donc, ok. Donc, quoi d'autre c'est tout, ouais, c'est tout. Pour le béton, bien évidemment, on va travailler avec un béton de 40 MPa. La scie longitudinale HA500. On commence par le 10. C'est bien une poutre. Armature transversale 6 et 8. Ici 235. Je vais travailler avec 235 parce que vous avez une poutre de grande portée, charge importante, donc sûrement vous allez avoir des efforts tranchants très importants. Ok. Pour la disposition de ferrillage, là, c'est à vous de jouer sur ces différentes options-là afin de afin d'obtenir des plans d'exécution qui sont professionnels. Donc, par travée, diamètre minimal, peu importe. Reprise de bétonnage, non. Mais on n'a pas besoin de uniquement pour les poutres en allège. Là, pour le domaine des bâtiments et pour les planchers en terrasse. Et donc, là, vous pouvez avoir ici comme 10 cm, 10 cm comme max pour l'espacement entre les barres longitudinales, qui voient d'autres, donc inférieur, supérieur, nombre d'élits. Et surtout, c'est important ici de modifier le nombre d'élits pour les armatures supérieures si vous avez une poutre contenue. Si vous allez obliger un seul lit, vous allez avoir des sections d'armature qui sont très importantes au niveau des appuis. Donc là, on augmente le nombre des lits parce que vous avez au niveau des appuis pour une poutre continue des moments négatifs, et donc là, pour optimiser la section d'armature. Pour les aciers transversales, et donc là, c'est comme si vous êtes en train de travailler sur arche poutre. Donc ce sont les paramètres. Donc là, vous pouvez utiliser, bon, j'ai rien modifié, uniquement non reprise de bétonnage, l'espacement minimal et maximal entre les barres, de 5 et 10 cm. Armature inférieure et supérieure, c'est uniquement le nombre des lits. Hein? Et pour les armatures transversales, bon, si on laisse tout automatique, sauf le choix ici des armatures transversales, je vais laisser ici la liberté entre épingle et étrier, et des cadres pour les extrémités, les barres des extrémités. Bien sûr, ici, la forme, vous avez ici crochet seulement si nécessaire. Donc, vous pouvez mettre le crochet toujours. Maintenant, pour la forme des crochets, pour l'ancrage, ainsi que l'angle des crochets. Maintenant, pour les armatures, longitudinales. Je lance le calcul. Ah, oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Ah oui. Ah oui. La naine au robot, elle va rendre la section rectangulaire. Hein, parce qu'elle ne peut pas effectuer un calcul ferrillage pour les sections. Oui, c'est ça. C'est pour cette raison, elle a mis 20 et 17. Donc, malheureusement.
20 et 170. Ouais, je ne vais pas effectuer un calcul ferriage pour cette section-là. Donc, on va changer un peu de... On va garder une section. Ok, analyse DBL, donc normalement vous avez un problème au niveau des appuis. Oui, c'est ça. Il y a quelques limitations pour réussir le robot, donc on ne peut pas effectuer ici un calcul ferriage pour une section en T. Si cette phase de la voiture est inférieure à la valeur T de l'appui, ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? En augmentant la largeur de pont. Ok, je reviens ici parce que vous avez plusieurs lignes d'armature, donc je vais garder crochet si nécessaire uniquement. Toujours là un problème au niveau de la disposition des armatures au niveau des appuis, et c'est logique parce que vous avez quand même des efforts tranchants qui sont très importants. Là, vous avez des HA16. Bon, juste pour prendre une idée sur la section d'armature, donc ici vous avez le lit principal, il s'agit bien d'un HA16, et ici vous avez quoi? Vous avez un HA16 encore, et autre lit à HA16. Donc vous avez peut-être devient plus clair lorsque j'affiche le plan d'exécution, de la computation. Juste pour comparer oui c'est ça, vous avez 3 lits. Là vous avez 1, 3, 4, 5 et 6. Juste pour comparer ça par rapport à la poutre en béton. Donc 4, 3, 4, 5 et 6. Donc 3, 4, 5 et 6. Vous avez 4, vous avez 4 nappes, puis 16. Ok? Donc c'est logique quand même. Hein. C'est une poutre de longueur 22 mètres. En haut, vous avez la barre 1 CH à 12. Mais juste pour prendre une idée, bien sûr, vous avez les armatures de peau, et bien évidemment, parce que vous avez une poutre de, juste je vais noter les 637 là, donc 70 fois 160. Donc là, malheureusement, robot, elle ne peut pas effectuer un calcul, mais comme je vous ai dit, c'est faisable. Vous pouvez imprimer, bah, peut-être parmi les commentaires rencontrés, c'est que le robot, lorsque je vais envoyer ça à DXF, elle ne va pas garder le même affichage. Mais bien évidemment, là, si vous avez besoin de ça, vous pouvez l'imprimer en format PDF directement. Donc là, ok. Donc je vais rester sur la même poutre. Et je passe à... Donc là, je reviens à l'objectif principal de cette partie-là. Donc je vais supprimer les deux combinaisons de charges. Et je vais créer une charge permanente qui s'appelle force de pré-contrainte. Ok. Donc là, force de
précontrainte. Mais comment on l'applique? Donc, ici, je vais aller dans chargement, autre charge. Qui m'amène ma fait l'application de la charge partielle. Et vous avez ici effort de la précontrainte. Donc là, pour cette poutre-là, ok, je vais appliquer une force de précontrainte. Ben, comme je vous ai dit, quelles sont les informations que j'ai besoin? Les informations que j'ai besoin sont deux. La première, c'est l'excentrement. La deuxième, c'est l'excentrement à l'origine, à mi-portée et à l'extrémité, et la valeur de la précontrainte, l'effort de la précontrainte. Donc, je vais garder ici 1 mégapascal comme une force de précontrainte. Comme je vous ai dit, l'objectif c'est uniquement l'objectif ici c'est uniquement de maîtriser ça, d'analyser surtout aussi de maîtriser l'application de la force de précontrainte, plus d'analyser les résultats. Et comme je vous ai dit, c'est la première fois avec vous, je vais analyser, je vais comparer, la section d'armature, même si je n'ai pas beaucoup détaillé le calcul ferriage, mais c'est juste pour afficher le premier résultat pour la poutre en béton armé de 22 mètres de longueur soumise à son poids propre plus une charge répartie. Et ces deux charges-là, elles vont engendrer la flexion vers le bas. Donc c'est ça le problème. Maintenant, je vais appliquer une force de précontrainte et on va regarder. Donc, il s'agit bien d'une poutre biarticulée. C'est une poutre en béton armé, quel que soit. Par exemple, il s'agit bien d'une poutre pour un pont dalle plutôt pour un pont à poutre. Donc là, il y a la poutre qui va supporter le tablier ainsi que les charges appliquées sur le tablier. Mais, puisque là, vous avez des moments égaux à 0, contrainte égale à 0, donc je vais prendre ici l'excentrement au niveau des extrémités égale à 0. Quand j'ai une poutre continue, on écrit R. L'excentrement vers le haut allégé. Parce que vous avez un moment négatif au niveau des appuis. Un moment négatif. Donc la partie supérieure qui est tendue. Donc on allège l'excentrement vers le haut pour avoir des contraintes de compression. Mais on traite ici le cas d'une poutre qui est isostatique. Et lorsqu'elle est isostatique, vous connaissez que dans les structures poteau-poutre, quel que soit dans le domaine des bâtiments en béton armé ou elle dans le domaine des ouvrages d'art, les ponts à poutre dans le domaine des ouvrages d'art sont des structures statiques. Pont à poutre, c'est une structure qui poutre, كل travée, c'est un pont à travée indépendant. Donc كل travée يخدم واحد statique. Donc les moments à l'extrémité nuls. Et donc la contrainte elle est nulle. C'est bon. L'axe. Elle physique une force de précontrainte. Donc c'est une contrainte de compression à sur appui. Et là, on a pris une poutre. Là, on va changer la section. Une poutre 70x7. Et donc, fois la puissance 160. 160, donc le centre de gravité se trouve au milieu. Donc, c'est toi les Fmani. Donc, je vais centrer ici de moins 70. La force de précontrainte. Donc, sur les axes. C'est une poutre. Donc, le centre de gravité au milieu. Donc, maintenant, vous avez 80 cm. Ici, vous avez 80 cm. Et je vais mettre les câbles exactement ici. Donc, à 60 cm. Bien sûr. Ici, c'est à mi-portée. Hein?
c'est à mi-portée. وعلاش l'excentrement maximal à mi-portée. Pourquoi l'excentrement maximal il est à mi-portée? Tout simplement, si je reviens à l'exemple que j'ai traité ici au début, le moment maximal il est à mi-portée. Donc l'excentrement maximal, l'allure même, si on va parler de l'appli contrainte par post-tension, pratiquement l'allure du câble, le fuseau de passage du câble, elle va suivre la même allure que le diagramme des moments. Il y a un moment maximal, je vais mettre l'excentrement maximal. Donc, pour une poutre isostatique soumise à une charge répartie, donc vous avez ici le moment, il est parabolique, des moments nuls sur appui, et vous avez un moment maximal au niveau de mi-portée. Avec à mi-portée, et je vais mettre ici l'excentrement maximal. Et on l'applique. Donc regardez là, on a appliqué une force de précontrainte. Donc là, bien sûr, le bout, elle va mettre la force de traction, mais c'est comme si je vais tirer les câbles, pas je vais relâcher. Donc, je vais garder, bon, avec une valeur maximale, ici, n égale à 100 kPa. 100 kPa ou bien 1 MPa. Donc, si je lance le calcul, juste pour vérifier, peut-être j'ai effectué une erreur, et je vais afficher, déjà affiché, le moment fléchissant. Ok? Regardez ici, le moment il est vers le haut. Avec Alèche, c'est pratiquement, comment dirais-je, l'analyse que j'ai effectuée au début pour dire que, ok, je vais appliquer un contre-flèche pour la poutre, et lorsque j'applique la charge, comment dirais-je, la force d'exploitation, ou bien les charges appliquées sur la poutre, elles vont juste décomprimer, ou bien elles vont juste, pratiquement, ils vont juste, je reviens déjà à l'état initial comme si la poutre n'était pas chargée. Donc les forces extérieures, elles vont juste décomprimer les zones comprimées. Donc là, kiff, bon, là, l'effort normal, bien évidemment, c'est le vide, hein. là ريت ولا لو كان نحكي على لو كان نجي نحكي على la première poutre avant l'application de la force de précontrainte, je vais trouver un effort de tension égal à un effort normal égal à 0. Par contre, ici, un effort normal égal à la force de précontrainte. Donc, là, quand même, là, c'est l'application maintenant du point de vue charge, elle est correcte parce qu'elle va engendrer un contrôle. Je vais générer maintenant les combinaisons de charge. Donc, chargement, je vais juste là, attendez-moi, résultat des grands barres, contrainte. Okay. Donc, regardez ici, il s'agit bien de contrainte de compression dans la partie supérieure. Non, attendez-moi. Non, attendez-moi. Donc, si, la contrainte de traction de la partie supérieure et des contraintes de compression dans la partie inférieure. Bah, si j'applique une force extérieure, elles vont juste décomprimer les zones inférieures qui sont comprimées. Gilana, donc chargement combinaison manuelle, je vais créer une combinaison alternée dessus, là où je vais mettre maintenant trois charges. Un 35 précontrainte, c'est une charge permanente qui existe toujours, qui va rester sur toute la durée de vie de la poutre. Et 1,5 par charge d'exploitation. Pour la combinaison à l'état limite de service, ok. Je lance le calcul. Et je vais sélectionner la poutre et je vais aller dans le dimensionnement réagilier des éléments en mémoire. Bon, cas simple ou bien fictif, c'est la même chose. Normalement, c'est la même chose.
je garde les mêmes caractéristiques que la poutre en béton armé, 0,5, 0,5. Ici, j'ai mis 70 fois 160. Donc, je vais sélectionner formation analysis, ouvrage dans année, pour garder toujours les mêmes conditions pour qu'on puisse analyser les deux résultats. Donc ici, sauf que c'est vrai qu'il y a une différence. Cette fois-ci, c'est une poutre qui est soumise à la friction composée. Par contre, la première poutre, c'était une poutre qui est soumise à la friction. Allez, la première poutre, elle est soumise uniquement à son poids propre, plus la charge d'explosion. Et les deux, ils vont engendrer la friction uniquement. Donc vous allez avoir moment fléchissant plus effort tranchant. C'est la friction simple. Uniquement la section à mi-portée soumise à la friction pure sera l'effort tranchant au milieu égal à 0. Là où vous avez un moment maximal, vous avez un effort tranchant qui est égal à 0. Tandis que ici, vous avez un élément qui est soumis à la friction composée. Faites attention, parce que vous avez un effort de masse engendré, un effort de masse de compression engendré par la force de P. Mais si je lance le calcul, ça passe sans erreur. Pas. Autrefois, vous avez une erreur au niveau des appuis. Et regardez la différence. Okay, très bien. Regardez la différence au niveau du ferriage. Vous avez HA14 au lieu de HA7. Et vous avez en haut HA10 au lieu de HA12. Donc vous pouvez remarquer ici la différence. La différence au niveau de l'armature supérieure et au niveau surtout de l'armature inférieure. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'avez pas la même contrainte de traction en bas dans le premier que dans le deuxième exemple. Dans le premier exemple, vous avez des contraintes purement traction parce que vous avez une contrainte de traction engendrée par le poids propre plus la contrainte de traction engendrée par la charge d'explosion. Cette fois-ci, vous avez ces contraintes-là, mais sans effet, elles diminuent grâce à la présence d'une contrainte de compression P sur B engendrée par la force de P contrainte, plus une contrainte de compression engendrée par le moment fléchissant parce que on a appliqué la force de P contrainte excentrée par rapport au centre de gravité de la section. Donc c'est très bien comme résultat pour bien analyser les deux exemples qu'on a traités. Donc pour bien vérifier ta wall-line, donc qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le même nombre d'élits, mais sauf que 3, 4, 5, 6. Ici, 3, 4, 5, 6, vous avez des HA10, des HA14 au lieu de HA16. Et vous avez HA10 au lieu de HA12. Mais, ce n'est pas uniquement ça. Sûrement, si on reste tester les deux exemples, sûrement, la section de couvrage elle est moins importante ici que le premier exemple. Si ici, ça passe avec, nous avons un problème au niveau des appuis, mais si supposons que ça passe par 70 fois 170 mètres, donc ici, vous allez avoir pour le même ratio d'armature, vous allez avoir une section beaucoup moins importante. Donc sûrement, même pour la section de couplage, vous allez avoir une différence au niveau de la section d'armature et au niveau aussi de la section de couplage. Supposons que, bon, là, si vous avez, je reviens toujours à la limitation du logiciel robot, si vous avez
si vous avez une section rectangulaire, donc si vous avez une section en T, donc là, vous allez exploiter ce modèle-là pour déterminer les sollicitations et vous allez effectuer le calcul période. Mais il faut bien souligner que ces bien des éléments soumis à la fonction composée dans le cas de la contrainte et soumis à la fonction dans le cas de poutre en béton armé. Supposons que vous avez, donc regardez ici, lorsque j'ai défini la section, vous avez uniquement ces formes-là. Ok. Mais supposons que dans le domaine surtout des ouvrages d'art, si vous avez un pont à poutre et vous avez par exemple cette forme-là de la section, comme ça par exemple. Donc, cette forme-là, on ne peut pas la créer avec la commande base de profilé du robot. Donc, on va aller dans, dans outils, définir section. Et là, vous avez la possibilité de créer ici, dans ce bureau-là de travail, dans cet environnement-là de travail, de créer une nouvelle section. Et donc, vous allez ajouter cette section-là au catalogue des profilés du robot. Bien sûr, si elle s'agit bien d'une section comme ça, donc de préférence, c'est de tracer ça sur AutoCAD avec Polyline pour garder un contour fermé. Après, vous allez enregistrer cette fiche-là sous format DXF et vous pouvez arriver ici dans Fichier, importer un DXF. J'ai déjà préparé une section. Poutre formation robot Circular Rails. Donc c'est la forme que j'ai dessinée. Je clique sur ouvrir et il faut tracer cette poutre-là à l'échelle. À l'échelle. Hein. Donc robot, il est en train d'importer le fichier DXF de CAD. Donc là, comme je vous ai dit, voici la section, voici la forme de la section transversale de la poutre qu'on va étudier. Tracez ça à l'échelle, cliquez sur OK. Robot, elle va importer cette section-là ici. Donc c'est difficile, la fiqa. D'une part, de créer cette section-là de robot, de tracer même cette surface-là ici en utilisant ces commandes-là, mais de préférence, de tracer ça sur AutoCAD, de l'enregistrer sous format DXF, et c'est d'une part. D'autre part, pour le calcul RDM, si vous allez effectuer un calcul manuel pour le dimensionnement de la poutre, ou bien même dans, je ne vais pas entraîner dans les détails, mais pour le calcul de la force de P contrainte et des caractéristiques de la P contrainte, vous avez besoin des caractéristiques, des valeurs des caractéristiques géométriques de la section transversale choisie. Donc là, vous pouvez cliquer ici sur Résultat et vous pouvez ici afficher toutes les caractéristiques géométriques nécessaires pour effectuer un calcul manuel ou bien évidemment pour prendre une idée sur les caractéristiques, la performance de cette section-là en termes de caractéristiques géométriques. Et vous avez dans ce tableau-là toutes les caractéristiques géométriques nécessaires et vous pouvez même afficher ici une note de calcul. Robot, il va vous permettre d'avoir une note de calcul complète pour toutes les caractéristiques géométriques de la section concernée. Voici la note de calcul. Une minute.
Ok, c'est ça. Donc, vous avez ici une note de calcul complète qui résume toutes les caractéristiques géométriques de la section considérée. Maintenant, comment je peux l'utiliser? Vous avez ici la commande enregistrer section dans le catalogue. Vous allez créer un nom. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va nommer cette poutre-là? Poutre, formation, ouvrage, béton armé. Bon, B uniquement. Donc, PFOB. Largeur, 1 mètre. La hauteur, 200 mètres, 200 cm, 1 mètre, 200 cm, 2 mètres la largeur. Et l'épaisseur du talon en bas, c'est 70 cm. Ok, donc le robot il est en train de l'enregistrer. Bah, je reviens à notre modèle ici. Donc bien sûr, la section qui a été créée, c'est une section en I, définie manuellement en utilisant profilé départ. Et comme je vous ai dit, vous avez ici pour les poutres en béton armé, là vous pouvez acier, bois, aluminium, la poutre ou bien poteau en béton armé. Donc je vais choisir poutre en béton armé. Vous avez ici les formes disponibles. Ok, mais comment je peux trouver comment je peux trouver la poutre qui a été créée? On va aller dans utilisateur ici, c'est ça, dans utilisateur, et on va chercher poutre formation ouvrage béton. Ajouter, fermer, et on applique ici. Donc vous allez avoir ici la poutre que vous avez créée. Bien sûr, impossible d'effectuer un calcul ferriage pour terminer le ferriage ici. Donc, généralement, les câbles de précontrainte se trouvent ici. Voilà. Donc, là, vous pouvez exploiter votre modèle robot afin de déterminer les sollicitations maximales pour la combinaison la plus défavorable. OK? Pour la combinaison la plus défavorable, pour que vous pouvez effectuer un calcul ferriage pour les armatures longitudinales inférieures, les armatures longitudinales supérieures, et les armatures transversales. Et bien évidemment, sûrement, vous allez effectuer un calcul selon le... Ok, la norme utilisée pour les éléments en béton armé, c'est le BAON 91. On utilise la norme BPEL 91 pour le calcul des caractéristiques de la force de précontrat. Donc c'est ça. Donc vous pouvez, là, vous avez remarqué la différence entre une poutre en béton armé et une poutre en béton précontraint. Le fait d'ajouter la force de précontrainte, ça va nous permettre de minimiser la section d'armature pour la même section de couvrage. Mais sûrement, vous pouvez même diminuer la section de couvrage pour cette poutre-là. La force de précontrainte, elle va nous permettre de gagner au niveau de la section d'armature passive et aussi au niveau de la section de coffrage. Et donc là, je peux franchir plus que de 22 mètres avec des sections plus faibles. Sauf que si il s'agit bien d'une section rectangulaire, donc robot, elle a la possibilité de, de vous permettre d'avoir la section d'armature réelle, les plans d'exécution. Mais si c'était une section en I ou bien une section dans la forme, elle est un peu spéciale, donc on va exploiter le logiciel robot, c'est uniquement pour les déterminations des sollicitations. C'est la même remarque déjà pour les éléments plaques dont la forme est irrégulière, ou bien les éléments plaques dont l'épaisseur n'est pas uniforme. Dima ou épaisseur ou bien géométrie non uniforme, robot il est incapable de déterminer la section des armatures, mais vous pouvez bien évidemment déterminer la section des armatures théoriques avec robot. Mais euh, comme je vous ai dit généralement, si on sélectionne la poutre et on va aller dans ferriage théorique des poutres en béton armé, bien évidemment, normalement robot ici, et bien sûr, ok, toutes les barres,
Et détailler ici. Non, même pour cette, même les dermatoses, là. Ok, on va essayer. Donc. Ok, donc je vais aller ici dans résultats, diagramme bar. Je désactive l'affichage du moment. Non, rien pour les dates, bien évidemment. Donc, on ne peut pas effectuer le calcul fériage pour ces éléments-là. Donc, malheureusement, comme j'étais sûr que si c'était une section non uniforme, dans ce cas-là, donc il est incapable euh, de effectuer le calcul fériage, mais le robot s'arrête au niveau de la détermination des sollicitations. Ok, ok, ben, le temps presque on a terminé, mais je vais, j'étais programmé aujourd'hui de continuer avec un mur de tellement. Bon, la prochaine fois, ok, on va commencer avec le mur de tellement rapidement. C'est pratiquement dans un quart d'heure, on va terminer avec cet exemple-là. Juste la nouvelle commande qu'on va utiliser ici, euh, c'est quoi? C'est juste au niveau des épaisseurs des murs boîte, des murs, des murs tellement, parce que ici vous avez une épaisseur non uniforme, et c'est logique parce que avec la profondeur, le moment d'encastrement ou bien le moment fléchissant est augmente. Et donc pour des grandes portées, pour des grandes hauteurs, pour des murs tellement de ce genre-là, donc et pour optimiser bien évidemment la section de coffrage ainsi que la section d'armature, on ne va pas exécuter le mur avec le même épaisseur, mais on va créer des grandes épaisseurs uniquement pour la zone inférieure qui est la zone la plus sollicitée. Donc, la prochaine fois, on va commencer par les éléments plats avec l'étude d'un mur tellement. Et cette fois-ci, on va juste vous montrer comment on va créer le modèle avec des panneaux épaisseurs non uniformes, le chargement et l'exposition des résultats. Bien évidemment, ici, on ne peut pas exploiter le résultat furiage parce que vous avez un panneau avec des épaisseurs non uniformes, mais qui FIF. On va afficher le diagramme d'effort inter qui vous permet par la suite de effectuer le calcul furiage. On va parler des différentes conceptions et les différents choix afin d'avoir des murs qui résistent bien au glissement, aux rotations engendrées par le poussée des sols. Et ces murs-là ont été généralement, se trouvent au niveau des talus afin de réserver une place pour l'exécution des routes ou des bâtiments ou des locaux techniques. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer avec le dernier exemple pour cette formation-là, pour les éléments plats, en utilisant un mur de soutènement. Soutènement, c'est pour stabiliser les talus après les travaux d'excavation. Donc c'est simple. Mais comme je vous ai dit, parfois avec le robot, on ne peut pas arriver jusqu'à le calcul ferriage et la présentation des plans d'exécution. Pour les éléments plaques de forme irrégulière, les éléments plaques, c'est pas de forme irrégulière, les éléments coques, les toitures courbes aussi, et les panneaux dans l'épaisseur n'est pas uniforme, c'est une limitation. Donc le robot s'arrête au niveau de la limitation. Kif, l'exemple traité déjà. Pour les poutres de section non classique, le robot ne peut pas effectuer un calcul fériage et il nous oblige de présenter uniquement des poutres de section rectangulaire. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer sur le même. Bon, la prochaine fois, on va changer un peu la direction vers les éléments phares et je vais vous envoyer les documents ainsi qu'un PDF qui contient le projet qu'on va étudier, le bâtiment qu'on va étudier. On va modéliser le bâtiment, on va appliquer les charges, on va dimensionner les éléments poutres et les éléments poteaux, et après, on va exploiter le calcul du centre de charge afin de dimensionner le radier pour le cas d'un bâtiment. Ok.
Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur cette séance-là, vous avez des remarques. Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer. C'est la sixième séance, Inch'Allah. Avez-vous des questions? Régis, c'est bon? C'est clair? Oui, c'est très clair. Merci. Yassine, Oui, oui, c'est bon? merci. C'est bon, c'est fait, merci beaucoup. Saïd Mahran, c'est bon? Donc, comme je vous ai dit, je vais vous envoyer les documents ainsi que l'enregistrement, bien évidemment, et les données du projet pour les prochaines séances. Et si vous avez des propositions, j'espère que les exemples que j'ai choisis, ça répond euh, à vos besoins en termes des structures à modéliser à l'aide de logiciel robot. Si vous avez d'autres propositions, je suis là. Et comme je vous ai dit, la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer avec le même rythme et avec des nouveaux projets afin de essayer de regarder différents projets en béton armé avec le Bon, cerveau. Merci et bonne soirée.